Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est probablement l'avant-dernier épisode, c'est même certain, l'avant-dernier épisode que l'on consacre au procès Mazan. Actuellement, l'heure est désormais au réquisitoire, donc vous avez l'avocat général qui explique réclamer telle ou telle peine pour tels et tels accusés avec leur argumentation, bien évidemment. On a appris hier, lundi 25 novembre, je tourne cette vidéo le 26, que 20 ans de réclusion criminelle étaient requis à l'encontre de Dominique Pellicot, et puis on va découvrir aujourd'hui et dans les prochains jours les peines qui sont requises contre les autres accusés. Il y aura ensuite les verdicts qui tomberont, ce sera mi-décembre je crois, autour du 20 décembre. Et on refera une dernière vidéo bien évidemment pour commenter un petit peu ces verdicts en espérant qu'ils soient à la hauteur de la gravité de l'événement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on va travailler aujourd'hui sur une intervention de Nadia El Bouroumi, l'avocate qui avait dansé sur Wake Me Up dans la voiture, dont on va, donc je peux vous dire, parce que c'est pas dans l'extrait que je vais vous montrer, mais qu'elle avait prévu à la base de danser sur le morceau de Warren, ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Enfin, je veux dire, décidément extrêmement provocateur. Hein. Et elle intervient chez un vidéaste qui s'appelle Sam Zira, que je ne connaissais pas, alors qu'il a l'air vraiment très très connu, qui lui pose quelques questions avant de lancer du coup cet épisode et d'analyser un petit peu les propos de Maître El Bouroumi. Pour rappel, la chaîne Foilier, elle est amenée à s'arrêter prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, mais je continue à travailler sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Les Dossiers du Foilier, où j'essaye de traiter des sujets bien plus en profondeur. Si vous souhaitez vous abonner à cette chaîne, si vous souhaitez continuer à me suivre, la chaîne YouTube va petit à petit disparaître, donc voilà, vous cliquez ici, c'est le lien vers cette nouvelle chaîne. Il y a déjà une première vidéo qui est sortie, c'est une vidéo qui parle de l'état des courants féministes et surtout antiféministes et masculinistes en Corée du Sud. Le lien est ici, n'hésitez pas à aller regarder le premier reportage, vous verrez c'est un format très différent, bien plus monté. Ce week-end, je devrais pouvoir sortir, a priori c'est sûr, parce que l'écriture est terminée, le script est terminé, je suis en train de passer au montage, je devrais sortir un deuxième épisode dont voici la miniature. L'épisode s'appellera Le cinéma, la fabrique des monstres, et on va s'intéresser à la question de la façon dont le cinéma crée, produit des monstres, et puis on va se demander si on n'aurait pas découvert dans cet épisode le monstre ultime du cinéma, et non, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, ce n'est pas Gérard Depardieu, ce n'est pas un acteur français, c'est un acteur auquel on ne pense pas, et ça devrait sortir le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive, là dans 5 jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. On va pouvoir vraiment travailler sur les questions du sexisme bien plus en profondeur, prendre notre temps, proposer des vidéos montées avec de la musique, etc. Je vous y attends avec impatience. On va donc découvrir un petit peu cette interview. Alors, le titre est Caroline Pellicot utilise le procès de sa mère. On va revenir très très rapidement sur le titre, ne vous inquiétez pas. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la fille de Gisèle? Alors moi, tu sais, là, je vais mettre les pieds dans les plats. Moi, j'ai un gros problème. J'ai un gros problème dans ce dossier parce qu'on me fait un livre pendant l'information judiciaire. C'est qui on? Mais Caroline Pellicot, Caroline Durian. Je veux dire, si elle a choisi de ne pas utiliser le nom de son père qui a détruit sa famille, il faut quand même à minima respecter ça. On sent qu'il y a derrière encore tentative d'influer sur le verdict, sur l'opinion générale. Il faut l'appeler comme elle décide qu'on l'appelle, à savoir Caroline Durian. Il y a plein de raisons pour lesquelles on fait un livre. On peut faire un livre pour des raisons financières, bien évidemment, c'est ce qu'elle sous-entend, mais il n'y a aucun mal à vouloir gagner sa vie. Mais on peut aussi écrire un livre, surtout dans ces situations-là, pour exorciser ses blessures, pour pouvoir les extérioriser. Et si on critique la sortie d'un livre pendant le procès Mazan, dans ce cas-là, Madame El Bouroumi, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ouvrage de François Bégodeau qui justifie ses propos à l'encontre de Ludivine Bantigny? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'ouvrage de Caroline Fourest qui essaye de réhabiliter des personnes qui ont été accusées d'agression sexuelle? Qu'est-ce qu'on dit de tout ça? Donc, voilà, moi je déteste le fait qu'une nouvelle fois, en fait, c'est une avocate qui sort des arguments du prétoire pour les amener comme ça sur les réseaux sociaux. Ça m'agace profondément. elle fait un livre pendant l'information judiciaire. C'est un drame qu'ils ont vécu, cette famille. Et c'est pas discutable. Moi, j'ai un problème parce que j'ai le sentiment que ce procès, il est utilisé pour d'autres fins que la vérité. Bien, parlons-en. Est-ce que, par votre présence sur les réseaux sociaux permanente, Madame El Bouroumi, vous n'utilisez pas vous aussi ce procès pour votre carrière, pour votre image, ce qui serait parfaitement compréhensible dans un procès qui est aussi médiatisé? On peut tout à fait comprendre que les personnes qui y participent, les avocats en particulier, les avocates, essayent de travailler, on va dire, de la meilleure façon possible, parce qu'ils savent et elles savent que les caméras sont braquées sur eux et sur elles, donc c'est le moment de se montrer sous son meilleur jour pour se faire un nom. Et c'est tout à fait compréhensible et ça n'est pas critiquable. Mais du coup, bien évidemment que toutes les personnes qui participent à ce procès n'ont pas que la vérité en tête et ont évidemment des choses
à gagner, des choses à perdre éventuellement. Et c'est le cas aussi de Caroline Durian, qui, dans ce procès, peut perdre énormément de choses. Évidemment, sa structure familiale implose complètement, il va y avoir une décision de justice qui va faire date, le nom va être sali définitivement, et peut-être qu'elle se dit, dans tout ce marasme-là, j'ai peut-être aussi besoin, d'avoir un espace dans lequel je peux exprimer la façon dont j'ai vécu ce qui s'est passé, et deux, peut-être essayer d'en tirer quelque chose de positif, une entrée financière pour, je sais pas, être à l'abri. C'est quand même tout ce qu'on peut souhaiter à cette famille, qu'elle se retrouve à l'abri financièrement et qu'elle puisse, je sais pas, couler des jours heureux. Je le dis. Et quand j'apprends qu'on va faire un gala le soir des plaidoiries, le soir des délibérés, pardon, ça m'a mis les larmes aux yeux la semaine dernière. Comment on peut... Le jour de mon procès contre Stéphane Edouard, après la plaidoirie de mon avocat, maître Reisberg, je fais un dîner avec des amis. Voilà, pas parce que je faisais la fête, parce que c'était un procès, mais c'était ma façon aussi d'extérioriser. Donc là, vous voyez, on prête des intentions, on va dire, malfaisantes, malveillantes, alors que c'est simplement des personnes qui essayent de survivre. Comment on peut faire un gala suite à la condamnation de son propre père, d'autres hommes qui vont être condamnés évidemment? Comment on peut faire un gala? Est-ce que ça se fête ça? Pourquoi le livre de Caroline? Est-ce que ça se fête? Oui, après avoir subi des viols pendant autant d'années. On l'a lu dans l'épisode il y a 2 jours, probablement plusieurs milliers de viols. Oui, une fois que l'information judiciaire est terminée, une fois que le procès est terminé et qu'il y a des condamnations, bien sûr qu'on a des raisons de faire la fête, de se réjouir et de se dire enfin. Caroline Pellicot te gêne? Oh, Caroline Durian. Il me gêne parce qu'il se positionne au moment de l'information judiciaire. Il me gêne parce que Caroline Pellicot, elle veut à tout prix que soit reconnu son statut de victime en disant qu'elle aussi elle a été violée ou pas, alors que c'est pas le moment. Peut-être qu'effectivement elle a été violée, peut-être qu'elle a été... Comment ça, c'est pas le moment? Enfin, je veux dire, on est en train de parler du fait qu'un père de famille est drogué et fait violer sa femme par plusieurs centaines d'hommes, enfin au moins 100 hommes, probablement 200, comme ça a été rappelé pendant le procès. En quoi c'est pas le moment pendant le procès, surtout quand il y a des questions qui lui sont posées par des juges, qui a été le cas, de parler de ce qu'elle a vécu en tant que victime? Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Pourquoi vous sortez cet argument du prétoire? Au prétoire, cet argument, il a un sens pour pas enfoncer trop les clients. En dehors du prétoire, cet argument, il est violent, en fait, à l'encontre de Caroline Durian. C'est non, mais vous, taisez-vous. Vous n'avez pas cherché un statut de victime. Enfin, je veux dire, mince, quoi. Et puis, quand on s'intéresse aux questions des violences intrafamiliales et qu'on lit Ernestine Renet, qu'on lit le juge Édouard Durand, on s'aperçoit que quand il y a des violences faites à la mère, il y a toujours des violences faites aux enfants. Les enfants, même s'ils ne sont pas concernés directement par des faits de violence, sont au moins concernés indirectement par ces faits de violence. Ils sont tout le temps des victimes également dans ces structures familiales. Donc en plus de ça, ça va à l'encontre de ce que l'on comprend en sciences sociales. Été victime, mais est-ce que c'est le lieu aujourd'hui dans ce procès-là? Et je me dis qu'effectivement ce livre, il a entraîné des enjeux qui n'auraient pas dû être dans un procès pénal. Quels enjeux? Peut-être des enjeux de film, des enjeux financiers, des enjeux, j'en sais rien. Du coup, vous dites j'en sais rien. Vous dites ce livre a provoqué des enjeux dans le procès. On vous dit quels enjeux? Bon, je sais pas. Du coup, s'il y a eu des enjeux, et puis quand bien même il y aurait un téléfilm qui essaierait de raconter en fait comment il est possible dans une structure familiale d'en arriver à de tels actes de monstruosité. En quoi c'est un problème? En quoi ça gêne le procès en plus? En quoi ça gêne le procès? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la médiatisation du procès fait obstacle à ce que les droits de la défense s'exercent. Dans ce cas-là, pourquoi vous êtes là, Madame El-Bouroumi, Maître El-Bouroumi, puisque la médiatisation du procès cause du tort au procès, pourquoi est-ce que vous êtes sur un média? Pourquoi est-ce que vous partagez des vidéos sur votre TikTok où vous dansez sur Wake Me Up? Pourquoi est-ce que vous affirmez des choses dans certaines de vos vidéos sur vos médias sociaux qui sont des choses que vous affirmez alors qu'elles n'ont pas été décrétées comme vraies encore par le tribunal? Je veux dire, vous y êtes sur les réseaux sociaux, vous aussi, vous médiatisez vous-même cette affaire-là. Tu veux dire que la fille de Gisèle, Caroline Pellicot, elle voudrait que ce soit Caroline Durian. adapté en film? Alors, on le dit là, on verra les suites de ce procès. On verra. Ouais, mais ça c'est plutôt les complotistes qui utilisent ce genre de propos. Vous dites que, on verra après. Non, en fait, soit vous avez des informations, vous les donnez, soit vous n'en avez pas, parce que là, c'est jamais faux, c'est trop facile. Moi, j'ai jamais dit qu'il y avait un film. Ok, j'ai dit on verra. Et puis, si jamais le film sort, je vous l'avais dit qu'il allait y avoir un film. Et encore une fois, quel rapport avec le procès? En quoi ça pose un problème? Je le dis, je l'ai dit à la cour d'assises, à la Marie qui est rédacteur en chef de BFM, à la matinale, qui est M. Perronnet qui a déposé devant la cour d'assises, qui ne s'est pas constitué partie civile. Et quand on a commencé ce procès, moi, je n'ai pas mesuré l'étendue de ce procès, parce qu'on travaille, on n'a pas... on est dans un procès où les journalistes occupent la moitié de la salle. Et très tôt, on s'est rendu compte que, quoi que l'on dise, c'était à l'instant, tu vois, et c'est mis dans des réseaux sociaux. Mais je ne comprends pas... je veux dire, moi qui vais régulièrement au tribunal de Paris, je vois très très souvent des journalistes qui prennent effectivement en note quasiment la totalité des contenus des procès. C'est très courant.
Elle peut pas dire j'ai été surprise, je m'attendais pas à ce que dès qu'on parle, il y ait des prises de notes. C'est un truc que j'ai vu je ne sais pas combien de fois. Et puis de temps en temps, quand c'est pas des journalistes, ce sont, j'imagine, j'en ai l'impression que c'est des personnes très jeunes, des étudiants ou des étudiantes en droit, qui viennent voir, j'imagine, comment la justice est rendue. C'est quelque chose que je vois vraiment très très régulièrement pour le coup. Et Perronnet, qui est aussi BFM, ils ont un nombre de journalistes dans cette salle, et dès que tu dis quelque chose, je te dis pas la transformation. C'est modifié, c'est transformé, vomi, quel avocat de la défense, quel retour chez elle, les insultes. Si jamais ça c'est vrai, c'est pas normal. Elle a raison de dire ça. La presse doit faire correctement son travail et retranscrire correctement les événements tels qu'ils ont eu lieu pour ne pas les rendre sensationnalistes s'ils ne l'ont pas été. Là-dessus, si ce qu'elle dit est vrai, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais bien des exemples. Tout ce que tu veux, etc. Et en fait, moi je dis dans ce dossier que Caroline, elle sort un livre, son mari, il est rédacteur en chef, on a une médiatisation qui est extraordinaire, quand les avocats de la défense, on essaie d'intervenir, nos propos sont détournés, je me dis... Ce bruit de la tondeuse que vous entendez, je vais essayer de diminuer le son tout de suite en fermant la porte et la fenêtre. Allez, on reprend. Vous aurez un petit bruit de fond, je vous prie de m'en excuser. L'image devient d'un seul coup absolument infecte. Voilà, une petite source de lumière. Dit qu'il y a d'autres enjeux que ce procès. Mais le livre, le gala, ça pourrait pas être, je sais pas, un exutoire, une façon de faire le deuil, de contribuer à faire le deuil de cette histoire horrible, familiale. Est-ce que il y a un temps judiciaire et il y a un temps de ça? Ah oui, ils font un gala après les verdicts. Du coup, c'est bien fait après. Enfin, vous voyez, elle se perd un peu dans ses arguments. Mais vraiment, moi, je suis tellement mal à l'aise de voir cette interview. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Il y a eu tous ces procès qui sont à la télé, c'est à la mode, il y a les émissions, etc. Ça s'est pas fait pendant les dossiers, ça s'est pas fait pendant l'information judiciaire. Parce qu'effectivement, on considère que c'est délicat, il y a des choses qui se jouent. C'est bizarre de se précipiter comme ça. Non, puis ça, c'est pas vrai. En plus de ça, il y a eu des procès très très médiatisés sur lesquels il y a eu des ouvrages. Ça a concerné des tueurs en série en France. Hein. Pour le coup, non, c'est pas du tout inédit de voir des ouvrages qui sortent pendant des procès. Vraiment loin de là. Fait bien des TikTok. Moi, j'explique le droit. Voilà, elle, c'est parce qu'elle a une bonne raison de le faire. Voilà. Il y a d'autres extraits de l'interview. Celui-ci est vraiment celui qui m'a le plus dérangé. Voilà, moi je suis un peu catastrophé par sa défense. Bon. De sortir une nouvelle fois des arguments du prétoire là pour aller sur les réseaux sociaux pour dire oui mais ils sont allés sur les réseaux sociaux, c'est pas bien alors qu'elle y est omniprésente. Bref, je trouve que c'est assez paradoxal et pas tout à fait honnête, quoi, pas tout à fait franc comme procédure. Voilà. Écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire. On reparlera du procès Pellico dans un mois quand il y aura des décisions, quand les verdicts seront rendus. En attendant, on va se retrouver sur la chaîne dans 3 jours à peu près ici, je pense, avec Yéna. On a un épisode de prévu ensemble. J'ai hâte de pouvoir le faire avec elle, rien ne presse. Et on aura aussi Thierry de la chaîne Naïf versus Expert qui va venir parler un petit peu sur la chaîne. Il y a des choses intéressantes à nous dire. En attendant, pour rappel, n'hésitez pas à me retrouver, le lien est dans la description sur la future chaîne Foilier. D'accord, celle-ci est amenée à s'arrêter. Les dossiers du Foilier sur lesquels on va pouvoir parler de choses bien plus en détail. Le lien évidemment est dans la description. Le petit spoiler pour vous, c'est ça, c'est la miniature du coup de l'épisode qui va sortir ce week-end, non pas sur cette chaîne-là, mais sur la chaîne Les Dossiers du Foilier. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, voilà, j'y mets beaucoup de moi-même. Je suis très content de ce que je fais sur cette chaîne. Et puis, j'essaye de corriger mes erreurs de montage que j'avais pu faire sur la première vidéo. J'ai évidemment beaucoup suivi les conseils qu'on m'a donnés, les conseils que vous m'avez donnés. Hein. Tout ce qui est clignotement, etc., les temps d'attente autour des titres, tout ça est parfaitement noté. Je vais essayer de produire quelque chose de plus rythmé. Tout en conservant mon propre style, parce que c'est important pour moi de pouvoir exprimer ma créativité. Vous savez que sur cette chaîne Le Foilier, j'ai l'impression de ne plus pouvoir être créatif, j'ai l'impression de faire un tout petit peu la même chose, de réagir à des news, ça ne me convient plus, ça ne me rend plus heureux. Donc on va probablement migrer vers cette chaîne et probablement migrer vers des contenus un petit peu différents, en espérant que ces contenus-là vous satisferont, mais pour l'instant, votre accueil a été vraiment remarquable sur le premier épisode. Je vous en remercie très sincèrement. Vous avez Safran qui vous fait l'amabilité de sa présence et je propose que l'on coupe la vidéo avec Safran qui vient vous faire coucou. Bonne journée les amis, prenez soin de vous et à dans 2 ou 3 jours. Salut.